Qui va vous convaincre? Votre rendez-vous jusqu'à 21h. 4 personnalités, 4 points de vue et à chaque fois 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec le docteur Ludovic Toro pour reparler reconfinement. N'attendons pas, il doit être immédiat, rapide, le plus strict possible. Monsieur Macron, arrêtez d'attendre. Claire Lejeune, militante écologiste, il faut taxer ces milliardaires qui ont réussi à s'enrichir encore au temps du Covid. Bref, éradiquer le virus de l'inégalité. Julie Graziani, éditorialiste, face à une montée de la violence des mineurs, des jeunes, il faut aussi sanctionner les parents. Comment elle défendra son point de vue? Et puis Christophe Barbier, il dénonce la tyrannie sanitaire. Les médecins, ils ont pris le pouvoir sur le pouvoir politique. Qui va vous convaincre? C'est parti et on commence avec un gouvernement qui peaufine sa stratégie. Ça paraît inévitable, on va devoir vivre un 3e confinement. Le variant change la donne. Olivier Véran, ministre de la Santé. Le développement et la propagation du variant d'origine anglaise sur le territoire français peut être un élément déterminant dans les stratégies de lutte contre l'épidémie que nous pourrions déployer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et si la part de variants, c'est le VOC 2020, devait augmenter de façon sensible et que nous devions suivre une trajectoire à l'anglaise, le confinement deviendrait probablement une nécessité absolue. Nécessité absolue, conclut Olivier Véran, mais le président de la République ne parlera pas cette semaine. Il préfère attendre, observer tous les chiffres. La nécessité absolue ne se discute pas, elle s'est imposée. Il faut cogner vite et fort, monsieur le président. N'attendez pas, c'est le point de vue de Ludovic Toro, et il a 90 secondes pour nous convaincre. Top chrono. Top chrono. Bon, qui pourrait croire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de confinement, avec ou sans école? Personne. C'est acté, il y aura un confinement. Qu'est-ce qu'on attend? Tous les conseillers scientifiques du président lui disent qu'il faut le faire maintenant. Parce que plus on va attendre, plus il y aura de contaminés et plus le confinement sera long. Il faut mettre la barrière tout de suite parce que sinon il y aura de plus. De toute façon, aujourd'hui, on avait dit, quand les voyants sont au jour, on va confiner. Ils sont tous au jour. C'est-à-dire que les services de réa, ils sont pleins. Ce variant, on voit bien qu'il prend de vitesse l'ancien virus. Donc il faut faire quelque chose rapidement. Point de vue médical, personne aujourd'hui qui dit qu'il faut attendre. Il y a seulement le président de la République qui dit qu'il ne faut pas attendre. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour ménager la chèvre et le chou? Les deux, de toute façon, dans 15 jours, dans une semaine ou dans 2 semaines, seront confinés. Faisons-le maintenant et je vous promets que le confinement sera plus court. Plus on va étendre, plus ça va être terrible. Je ne comprends pas ce choix. Il disait toujours qu'il s'appuyait sur son conseil scientifique. Le conseil scientifique a parlé. Il faut confiner. Et tous les épidémiologistes et tous ceux qu'on voit, pour une fois, on est tous ensemble à dire stop. Vous avez décidé de confiner. On le fait maintenant, ou dites-le, on ne le fera jamais. Mais aujourd'hui, c'est la santé des gens. Je vous rappelle encore le nombre de décès à chaque fois. Je vous nombre ces lits de réa qui sont pleins. Monsieur le Président, je vous appelle à accélérer les choses. Nous, médecins, nous vous le disons, on ne peut plus attendre parce que d'un côté médical, ça ne sera pas soutenable. Et surtout, ça montre un illogisme dans la gestion de cette pandémie, encore et encore une fois. Monsieur Macron, arrêtez d'attendre. Place au débat, Christophe Barbier. Une question, en jouant un peu les idiots utiles, si j'ose dire, et puis une remarque. Vous dites que les services de réanimation sont pleins. Oui. Ah bon? Moi, j'ai vu qu'on était passé en quelques semaines de 2588 à plus de 3000 aujourd'hui. C'est beaucoup, mais 3000, c'est le seuil que nous avait donné le pouvoir en décembre pour nous dire c'est le seuil bas à partir duquel on peut envisager de déconfinement. Alors, on l'a repassé à la hausse, mais enfin, c'est pas non plus la panique. 5000 places, 7000 si on prend les soins intensifs, 10 000 on a fait au mois de mars en élargissant tout. 3000, bon, ça va. Ça, c'est la question. La remarque complémentaire, c'est confinement tout de suite. Oui, mais quel confinement? Moi, je veux pas d'un confinement où tout s'arrête partout, alors qu'en Bretagne, ça va pas si mal, ça va même très bien. Un malade en réanimation dans les Côtes-d'Armor, un dans le Morbihan, chiffre d'hier. Pourquoi confiner la Bretagne? Alors peut-être qu'il faut confiner la Meurthe-et-Moselle ou Paris, je ne sais pas. Mais je voudrais savoir ce que c'est que le confinement. Alors déjà, c'est la discussion qu'on avait eue la semaine dernière, local ou pas local, mais de toute façon, il faut le faire quelque part par des régions. Je vous rappelle que quand je parle du nord et de l'est de la France, c'est pratiquement 98% de l'IREA plein. Mais au-delà de ça, c'est tous les services de médecine. Aujourd'hui, il y a d'autres pathologies que le Covid-19. Et là, on bloque les gens d'accès aux soins. Moi, je l'ai eu récemment dans ma clientèle, dans ma patientèle, des gens qui avaient un cancer et qui ne peuvent pas être reçus. Donc le fait de mettre tous les Covid dans un hôpital, vous enlevez toutes les autres pathologies qu'on a, et il y en a beaucoup. Donc il faut aussi libérer pour les autres pathologies. Et aujourd'hui, les hôpitaux, je vous assure, dans le nord et l'est de la France, ils font du Covid. Alors, vous seriez d'accord pour dire ne traînons pas, décidons quelque chose pour le nord et l'est de la France, mais attendons. Mais c'est toujours la même question. Quand la décision arrivera quand?
La décision, elle aura lieu, que ce soit du local ou du national, elle aura lieu. Allons-y. Moi, le problème qu'il y a, je ne comprends pas cette attente. C'est ça que je ne comprends pas. Que vous le fassiez d'une façon très localisée ou nationale, qu'est-ce qu'on attend pour bouger dans les zones aujourd'hui qui sont très dures? Le débat continue. Claire Lejeune. Le souci qu'on a aussi, c'est qu'on est là à attendre une parole présidentielle qui est de toute façon démonétisée. Quand on voit les débats autour de la thématique du confinement, on voit qu'il y a une énorme méfiance qui s'est créée parce que jusque-là, les consignes ont été très peu claires et on s'est retrouvé avec des situations où on était en confinement, mais où les métros étaient bondés, où les supermarchés étaient bondés. Donc je pense que la priorité, c'est d'élaborer des mesures qui soient protectrices et ciblées peut-être. Par exemple, parce que en fait, confinement ne veut plus rien dire. Entre le premier confinement en mars et puis le second, c'était des situations extrêmement différentes et les contradictions du discours étaient flagrantes. Donc là, il faut prendre des mesures qui soient intelligentes et réellement protectrices pour les plus vulnérables. Donc par exemple, sur les transports, on fait en sorte d'avoir des roulements davantage... Voilà, donc vous la avez question, raison, c'est quelles mesures mais regardez bien le titre. Monsieur Macron, arrêtez d'attendre. Mais arrêtez d'attendre pour tout, de prendre des décisions, même si on fait des décisions locales. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce titre? Monsieur Macron, arrêtez d'attendre et bougez un peu. Plutôt que nous faire attendre chaque jour, on nous dit « Ah, c'est peut-être dans 2 jours. Ah non, il parlera pas. » Moi, je dirais oui, arrêtez de lancer des espèces de petits signaux. Arrêtez d'attendre. Et puis de rien annoncer. On en a assez d'attendre vos décisions, qu'elles soient locales ou nationales. On en a assez du manque de clarté, on en a assez du manque de responsabilité. Ça, oui. Ludovic, tenez bon, ils sont en train de vous faire le même coup que la semaine dernière. Ils essayent de vous amener tout doucement vers une limitation de votre proposition. Cette semaine, Ludovic, vous m'avez à vos côtés. Je viendrai soutenir votre proposition je vais avoir un oui, sans Julie. déflorer le résultat, parce que je veux qu'il reste du suspense quand même pour nos téléspectateurs. Mais oui, on en a assez d'attendre, effectivement. Raison, une forme de guerre des nerfs. Oui. On le sent venir depuis 10 jours, depuis 15 jours, depuis 3 semaines. On a des ballons d'essai, on a des formules ambiguës. Pour l'instant, il n'en est pas question, mais on en parlera peut-être plus tard. Quand c'est bon, on a compris, donc allons-y. Un deuxième argument économique qui va à rebours de ce que j'ai pu dire dernièrement. Mais au fond, je me dis que c'est plus simple parce qu'il y a un manque de lisibilité. On ne sait plus, nous, employeurs, si on doit faire prendre les transports en commun à nos salariés parce qu'il faut quand même ramasser le courrier dans l'entreprise, donc il faut quand même être là de temps en temps, ou si on doit les préserver totalement, étant donné que ce variant anglais est quand même très, très inquiétant par son taux de duplication. Donc, un peu de lisibilité et finalement, on s'en sortirait peut-être pas plus mal économiquement si tout le monde était logé à la même enseigne et qu'on connaisse les règles du jeu. Oui, je voulais dire, attention, c'est pas le même virus qu'il y a 1 an. C'est pas le même virus qu'il y a 1 an. C'est le variant plus, c'est le virus plus les variants. Donc on doit avoir vite des réponses rapides. Là, on n'a pas de réponse. On ne dit rien. On dit attendez. Ça veut dire on retourne tous à la maison et on tire le rideau alors. J'ai pas dit ça. Regardez, Monsieur Macron, arrêtez d'attendre. Au moins, proposez-nous quelque chose, que ce soit lisible, qu'on garde les écoles. Mais là, un jour, les écoles ferment. Maintenant, on a 3 versions. Une avec école, une sans école, ou après tout est ouvert. Oui, mais toute la question, c'est justement celle des modalités du confinement. Mais quand? Parce qu'aujourd'hui, on a des raisons médicales, des questions de lit, de réa, mais on est aussi obligé de prendre en compte la santé d'une manière globale. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Mais ma remarque, c'est prenez des décisions aujourd'hui. Quelle que soit la décision, arrêtez d'attendre. La semaine dernière, par exemple, le président est venu à Saclay et il a dit aux étudiants, vous aurez 1 jour de présentiel. On se raccroche tous à ça en attendant le mail de notre université pour savoir quel jour on aura la possibilité d'être en présentiel. Des choses comme ça doivent être possibles. Oui, mais quelle que soit la décision, allons-y. Voilà, mais je suis d'accord là-dessus. Attendez, Monsieur Macron, arrêtez d'attendre. J'ai pas dit plus. Oui, vous reconnaissez que c'est une situation paradoxale où il est possible qu'il annonce des décisions qui, à nos yeux, seront mauvaises, ne seront pas les bonnes. Et donc, si on peut gagner encore 1 minute, Monsieur le Bourreau, encore quelques minutes. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Oui, mais attendez, là, c'est pas possible. Le en termes de gouvernance, vous avez raison. Mais comme il est difficile d'appeler à une décision rapide, si on pense que ces décisions vont être mauvaises. Le citoyen, aujourd'hui, appelle à une décision rapide. C'est anxiogène. Déjà, le virus est anxiogène. Mais quand vous avez des gouvernants qui ne savent pas prendre les décisions, c'est encore plus anxiogène. Et puis là, c'est une réalité statistique. Si le taux de réplication de ce virus du variant anglais est bien celui qu'on dit, mécaniquement, vous tirez la courbe sur Excel et vous allez forcément arriver à une saturation des hôpitaux. Mais on parle d'une situation française qui, grâce à notre 2e confinement réussi et à notre discipline pendant les fêtes, est bien meilleure que les Britanniques, même les Allemands et les Espagnols. Parce qu'on a eu un coup d'avance. Oui, parce qu'on a eu un coup d'avance sur les Allemands. On peut peut-être
pour ça qu'aujourd'hui on en garde les bénéfices. Peut-être encore attendre. Non. Est-ce qu'on a mangé notre pain blanc? Est-ce qu'on a complètement dévoré le gâteau de liberté qu'on a patiemment cuit ensemble en novembre-décembre? Le gâteau, on le voit avec les taux de réa, je vous le dis, avec nous les médecins, on le voit. 59% au niveau national, la réa. Oui, mais non, au niveau. Attends, oui, mais c'est 100% au niveau du Nord et de l'Est. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le local. Mais prenez des décisions. Si on doit confiner qu'une région, on prend la décision, on la confine. Alors, donc arrêtez d'attendre. Est-ce qu'il vous a convaincu? C'est le moment du jugement de nos trois petits camarades. Le docteur Taureau, Monsieur Macron, arrêtez d'attendre, convaincu ou pas, Christophe Barbier? Oui. Arrêtez d'attendre, oui. Même si je crains que le président n'annonce pas les bonnes décisions à mes yeux, il est vrai que ce travail où on prépare psychologiquement les esprits en faisant du oui, du non, du peut-être, demain, mercredi, samedi, c'est assez insupportable. Mais on sait pourquoi il le fait. Un peu comme quand vous tapez sur la viande pour la tendrir, là, vous préparez les esprits. Quoi qu'il annonce dans 2, 5 ou 10 jours, on sera plus soulagé d'apprendre quelque chose qu'accablé d'apprendre une mauvaise nouvelle. Claire Lejeune, convaincu ou pas? Oui, Monsieur Macron, arrêtez d'attendre pour prendre des mesures qui soient enfin responsables et enfin lisibles. Prenez les bonnes. Prenez-les. Mais ça, chacun a la sienne et la bonne. Julie, oui, mais alors là, j'ai un problème avec le arrêter d'attendre qui est visiblement beaucoup trop consensuel, puisque chacun y met ce qu'il a envie de comprendre, et surtout Claire, qui en fait n'était pas d'accord quand on avait parlé. Donc arrêter d'attendre pour un confinement. Oui, je pense aussi que ça sera peut-être plus simple pour les étudiants finalement de voir que tout le monde est logé à la même enseigne que d'avoir l'impression d'être esselé. Alors peut-être que vous m'avez eu à l'usure à force de remettre le sujet sur le tapis tous les lundis, mais c'est gagné pour ce soir. Oui. Convaincu, il a fait l'unanimité, le docteur Taureau, pour une fois. La première fois, je l'avais fait aussi. 3 verres pour le docteur Taureau. Arrêtez d'attendre et dites-nous qu'il n'y aura pas de confinement national. D'accord. On continuera l'activité comme on peut. Avec Claire Lejeune, parlons maintenant de la richesse. Les 1000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie, et ce, en seulement 9 mois. Plus 540 milliards de dollars depuis le Covid pour les 10 hommes les plus riches du monde. En revanche, on a une crise de l'emploi la plus grave depuis 90 ans. Les milliardaires français ont gagné 175 milliards. Jeff Bezos, Bill Gates ont vu leur fortune augmenter. Par exemple, Amazon aussi a fait des bénéfices considérables. Et pour Claire Lejeune, il faut désormais taxer les millionnaires, les milliardaires. Bref, taxer ceux qui ont fait de l'argent pendant le Covid. 90 secondes pour nous convaincre. Claire, c'est à vous, top chrono. Oui, cette année, elle a été extraordinaire à tous les points de vue. Mais heureusement, histoire qu'on ne soit pas trop perdu quand même, il y a des choses qui, elles, ne changent pas. Les ultra-riches, eux, deviennent tous les ans encore plus riches. Et effectivement, alors que des centaines de millions de personnes basculent dans la pauvreté ces temps-ci, le rapport Oxfam, qui sort donc aujourd'hui à l'occasion du sommet de Davos, nous apprend, comme tous les chiffres que vous avez cités, que cette ultra-richesse s'accroît de plus en plus. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'indécence dans cette situation, avec un sentiment vraiment de perte de sens de notre modèle économique. Cette question de taxation des grandes fortunes, c'est pas une question idéologique. C'est une question de bon sens et de responsabilité politique. Il faut vraiment déconstruire l'idée que l'ultra-richesse de quelques-uns serait neutre par rapport à l'état global de notre économie, de notre société, de notre démocratie même. C'est cette captation privée de capital, elle fait qu'on n'a pas les moyens d'investir, par exemple, sur la transition écologique qui est de plus en plus urgente. Elle fait que aussi il y a des fractures sociales qui se creusent de plus en plus. Elle met à mal la solidarité nationale parce que ces milliards accumulés, c'est des milliards en moins pour la solidarité nationale et les services publics. Donc il faut non pas sauver l'économie à tout prix, mais la reconstruire sur d'autres bases. Parce que sauver cette économie-là, qui est inégalitaire et destructrice, nous mènera au mur. Donc oui, pour faire tenir nos sociétés et pour sauver la Terre, il va falloir taxer massivement les millionnaires. Alors, place au débat. Julie Graziani. Non, c'est complètement contre-productif. Claire, vous avez dit, je ne vais pas faire de morale, c'est du bon sens. Mais en fait, si, vous n'avez fait que de la morale pendant vos 90 secondes, en considérant que par hypothèse, l'inégalité était un problème, en considérant qu'il fallait sauver la planète, parce qu'on met un petit peu de verre dans tout ça, et ça passe toujours mieux. C'est pas du tout de l'idéologie ni de la morale, c'est des choses extrêmement sérieuses qui sont construites notamment dans les travaux d'économistes comme Thomas Piketty, comme Lucas Chancel, comme Éloi Laurent. Donc ça s'appuie sur des
bouquins entiers de théorie politique. Ça, je le conteste Donc ce n'est pas. absolument pas de la morale ni de l'idéologie. Vous savez très bien que les économistes sont divisés entre économistes de gauche, économistes de droite, économistes libéraux, qu'il y a eu plusieurs écoles en économie. Tout à fait. Et les crises de 2008 et la crise sanitaire ont démontré que ces économistes qu'on dit hétérodoxes ont eu raison sur l'ensemble des choses qu'ils ont pu démontrer. Donc il y a un moment, oui, il y a différents courants dans la doctrine économique, mais en l'occurrence, on est à un moment où va falloir faire basculer notre modèle économique et les théories qui peuvent nous guider là-dessus, c'est celle-ci, c'est pas les théories libérales. Claire, vous dites taxer massivement les millionnaires. Ça veut dire quoi au juste? Aujourd'hui, la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu au-dessus de 150 000 euros est déjà à 45%. Jusqu'à combien vous voulez la monter? Le taux sur l'impôt sur la fortune immobilière est à 1,5% pour les tranches les plus hautes, au-delà de 10 millions. À combien vous me la montez? À chaque fois que vous me montez les taux, c'est l'effet Laffer, qui est aussi un économiste, et qui a démontré que, comme on dit, le taux mange l'assiette. C'est-à-dire que vous faites échapper de la richesse produite, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils sont comme tout le monde, ils n'ont pas envie de travailler pour qu'il y ait une portion toujours plus importante de leur travail. À situation exceptionnelle, peut-être tasse exceptionnelle. Non plus, parce que c'est toujours à la faveur de situations réputées exceptionnelles qu'on nous vend ces choses-là. Et en plus, ça manquera sa cible. Alors, Claire, je pense qu'elle a en tête les ultra-riches, les très très riches, etc. Surtout que c'est pas ce qu'ils ont en poche, c'est aussi la valeur de leur société aussi. C'est toujours comme ça que ça se passe. La réalité, c'est que les ultra très très riches, vous ne les toucherez jamais, parce qu'ils sont bien plus malins que tous vos systèmes fiscaux. Ils ont tous les conseils pour faire ça. Donc, acceptable, on dit qu'on va taper sur cela. En fait, ils vont faire partir leur richesse ailleurs. Qu'on entend nos petits camarades. La supérieure et moyenne qu'on va taper. Ça se finit toujours comme ça. L'évasion fiscale, c'est aussi un problème et on a les moyens de Mais c'est même pas de l'évasion. Alors, docteur Taureau, une ordonnance fiscale, vous êtes d'accord avec Claire Lejeune? Remboursée par la Sécu ou pas? On verra. D'accord. Pour vous dire qu'on est le 5e pays au monde en termes de millionnaires. Millionnaire, c'est 1 million. Au-dessus d'1 million. Ça fait 700 000 pratiquement personnes en France qui sont millionnaires. Mais quand on fait un patrimoine, on a travaillé toute sa vie, c'est vrai qu'1 million, ça rentre vraiment. Ce qu'il faut peut-être voir, c'est les milliardaires. Parce que nous sommes aussi un pays où il y a 41 milliardaires. 43. Ou 43 de plus qui sont arrivés, mais il y en a quand même beaucoup. Ce qu'il faut voir, cette crise, c'est vrai, a donné plus d'argent aux plus riches et moins aux plus pauvres. C'est clair. Et que peut-être, comme vous le disiez, il y a quelque chose d'exceptionnel. Mais taper le millionnaire, c'est taper celui que vous avez dans la rue. C'est taper peut-être, excusez-moi, je ne connais pas vos parents, vos grands-parents, mais c'est beaucoup de personnes en France qui sont millionnaires et souvent c'est suite à un travail long toute sa vie pour avoir deux, trois choses. Et une valorisation parfois immobilière et aussi. C'est surtout une valorisation immobilière qui rentre dans le million. Et en rien, j'ai surtout dans le viseur l'ultra-richesse. Oui, mais alors dans ces cas-là, il ne faut pas dire millionnaire. Oui. Il y a 3 classes de millionnaires. On appelle les riches, les très riches et les super riches. Donc c'est 5 millions, 5, 20 et 20, 30. Oui, mais bon, mais les millionnaires sont quand même dans le très haut du panier. Ils peuvent comprendre que dans une période de crise absolue, on a besoin mais je comprends ce que vous dites. Mais si vous tuez les millionnaires, ils iront autre part. Avec la Grande-Bretagne qui vous fait comprendre que si des fois on rentre pas dans les rangs, ça va être vite fait, ça va être un paradis fiscal. Je vous dis qu'il faut faire quand même très attention et borner tout ça. Pour résumer, Claire, ceux qui ont vu leur fortune grossir pendant le Covid en milliards, vous dites faisons un impôt Covid en milliards pour ces personnes-là, quoi, en fait, si je résume. Tout à fait. Il est d'autant plus légitime aujourd'hui, mais en fait, il était légitime déjà l'année dernière. Enfin, tous les ans, on a ce forum de Davos, le rapport d'Oxfam qui nous démontre des inégalités, et derrière, aucune action des gouvernements pour résoudre ces fractures. C'est le virus de l'inégalité aujourd'hui qui s'est accru et qui a mangé du monde. Bien sûr, mais c'est pas aujourd'hui. Toutes les grandes crises donnent ça. Les grandes guerres, évidemment, enrichissent les grands industriels qui participent à la guerre, et même les épidémies. La grande peste noire de 1348, elle a enrichi les riches. D'abord parce que les riches ont survécu, puisqu'ils avaient les moyens de se replier dans leur demeure avec beaucoup de nourriture pour tenir pendant que l'épidémie partait. C'est ce qu'on voit dans le Décaméron de Boccace. Il raconte ça, la jeunesse dorée autour de Florence qui se met à l'abri et qui attend que l'épidémie passe. Et après l'épidémie, comme un Européen sur 3 était mort, eh ben les plus riches, les survivants, ils ont pu acheter des terres pas chères du tout et accroître encore leur fortune foncière. Toutes les grandes crises donnent cela. Ensuite, comment faire en sorte que dans les années qui suivent, eh bien, on rétablisse un petit peu de justice sociale, puisqu'on n'est plus au Moyen-Âge. Après 1945, il y a eu une mesure qui a été prise en Allemagne qui s'appelait le Lastenausgleich, qui est décrite par un économiste qui s'appelle Moritz Schularik, où on a pris un certain pourcentage de tous ceux qui, pendant la guerre en Allemagne, ne s'étaient pas appauvris.
Alors pas forcément des profiteurs de guerre cyniques, mais des gens qui tout simplement par leur activité avaient réussi à s'enrichir un petit peu. On leur a pris une portion de leur richesse. Au Japon, je crois qu'on a carrément pris une portion de l'épargne de tout le monde au nom de la reconstruction nationale. C'est une forme de ponction pour reconstruire la nation. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Si on taxe aujourd'hui, outre le fait qu'en effet les millionnaires, c'est parfois une vieille dame de 80 ans qui a 80 mètres carrés. C'est pas cela auquel pense Claire Lejeune. Très bien. Comment faire en sorte qu'on les taxe de manière efficace? Les milliardaires. Si vous les taxez en France, ils vont vous dire très bien. Moi, je vais ailleurs, j'investis ailleurs. Si vous les taxez au niveau européen, ils vont tous aller se réfugier aux États-Unis. Donc, il faudrait d'abord avoir une sorte de parlement mondial, avec un budget mondial et des impôts mondiaux et un civisme mondial. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est encore de l'idéalisme. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est être plus malin. C'est pas les taxer. C'est au contraire les défiscaliser s'ils se comportent d'une certaine manière. Leur dire, vous êtes super riche, vous voulez encore accroître votre richesse, très bien. Eh ben, on baissera vos impôts si vous investissez pour reconstruire notre économie. Si vous investissez dans des fondations dont le but est d'aider la jeunesse. Si vous vous comportez beaucoup plus comme Bill Gates aujourd'hui que comme des prédateurs hier. Est-ce qu'il y a une possibilité de les amener à un comportement vertueux de votre point de vue sans leur donner, sans les inciter eux à partir. De ce côté-là de la table, on va hurler en disant c'est un cadeau aux riches. Laissez-la hurler toute seule. Mais c'est pas forcément un cadeau. Regardez Macron quand il a fait l'IFI. Il a dit fortune qui dort dans l'immobilier, je taxe. Non mais moi Christophe, fortune qui s'investit. Notre cohésion sociale et notre cohésion sociale et la possibilité pour nous en tant que société de répondre aux immenses crises auxquelles on va devoir faire face à l'avenir, elle dépend de notre capacité à avoir une solidarité nationale forte. Donc les questions de défiscalisation, non. On a un outil, c'est l'impôt. Mais ils vont partir. Ils iront trop tard. Mais ça, c'est même pas avéré. Quand Hollande a fait son choc fiscal, ils sont partis en courant. Christophe, en 2012-2014, ça a été la fuite vers la Belgique, vers ailleurs. C'est ça le problème de notre monde aujourd'hui. Alors on peut aussi mettre des barbelés aux frontières. Voyons votre verdict, s'il vous plaît, ce que vous pensez de la proposition de Claire Lejeune. Taxer les super riches, Julie Graziani, convaincu ou pas? Pas du tout, c'est inefficace. On n'y arrivera pas parce qu'ils partent ailleurs, c'est contre-productif et c'est inutile parce que de toute façon, avec les taux d'endettement qu'on a maintenant, avec cette dette énorme, gigantesque qu'il faut aller refinancer tous les ans sur les marchés financiers, ne vous inquiétez pas, les ultra-riches contribueront. Par exemple, ils vont investir dans des bons du Trésor à taux d'intérêt négatif et ça fera l'équivalent de l'impôt que vous vouliez imposer. Ludovic Toro. Attention sur le terme millionnaire, donc 1 million, ça veut dire qu'on va vous taxer plus. Vous savez, ça va être un peu compliqué. Par contre, aller chercher là où il y a beaucoup d'argent, dans les milliards ou les plusieurs de millions, je serais d'accord, mais c'est pas comme ça que vous l'avez présenté aujourd'hui. Et attention à la taxe. La taxe, ça fait fuir. Pas convaincu. La taxe fera fuir tout le monde et nous n'avons pas les moyens, je le dis aujourd'hui, de bloquer cela. Surtout avec une Grande-Bretagne qui nous fait comprendre qu'elle pourrait devenir un paradis, d'accord? Et tout près de chez nous. Donc attention. Avoir des idées, c'est bien, mais pouvoir bloquer tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Christophe Barbier, pas convaincu. Pour la redistribution et la reconstruction de demain, n'employons pas les méthodes d'hier. Il faut qu'on soit plus ingénieux pour que ces super riches, auxquels il faut pas tendre la main comme si on faisait l'aumône, mais auxquels il faut tordre le bras pour qu'ils participent de cette reconstruction et de redistribution, c'est pas par la taxe qu'on les attrapera. Qui va vous convaincre? 3 rouges, pas convaincu, vous n'avez convaincu personne, désolé ma chère Claire. Qui va vous convaincre? Suite dans un instant, on va s'intéresser à la délinquance et à la sanction des parents avec Julie Graziani et un stop à la tyrannie sanitaire signé Christophe Barbier. Qui va vous convaincre en direct jusqu'à 21h. Qui va vous convaincre tous les soirs de 20h à 21h? 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes pour exprimer son point de vue et ensuite débat et voir si au final il a réussi à convaincre ses partenaires du jour. Ce soir, Ludovic Toro, médecin généraliste, Claire Lejeune, militante écologiste, Julie Graziani, éditorialiste politique et Christophe Barbier, éditorialiste politique aussi. On a entendu Claire Lejeune et Ludovic Toro. C'est au tour de Julie Graziani et de Christophe Barbier. On va parler avec Julie Graziani de la violence omniprésente dans notre société. Ça, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, les autorités sont dépassées par le phénomène de la violence des bandes, d'une délinquance plus jeune. La preuve terrible avec le tabassage du jeune Yuri. Les responsables politiques s'émeuvent. Xavier Bertrand, président Les Républicains de la région Hauts-de-France. On ne peut pas laisser se produire de tels faits. On ne peut pas
voir régulièrement de telles tragédies. Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des tragédies. Et donc il nous faut engager tout un plan d'action pour démanteler les bandes et surtout qu'il n'y ait plus ce sentiment d'impunité. Vous savez quoi ? Il faut qu'on reprenne le contrôle de notre sécurité, de la protection des biens des personnes et de nos enfants. Punir les délinquants, mais aussi regarder et sanctionner la responsabilité des parents, la réponse pénale pas adaptée. 90 secondes pour convaincre. Julie Graziani. Top chrono. Oui, Alain, parce que Yuri n'est que un nom sur la longue liste, hélas, des jeunes qui ont succombé ou qui ont été très gravement lynchés par leur père. Entre 2016 et 2021, j'en ai recensé au moins 5. Aboubacar, 13 ans, Richard, 26 ans, Lionel et Aman, 16 ans. Enfin, ça fend le cœur. Alors, face à ça, évidemment, tout le monde se dit, comme Xavier Bertrand, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut arrêter ça. Et comme on est en pleine réforme du Code de la justice pénale des mineurs, avec cette ordonnance dont la prise d'effet ne cesse d'être repoussée, des voix s'élèvent pour dire, est-ce qu'il faut pénaliser davantage, être plus sévère dans les sanctions, supprimer l'excuse de minorité, abaisser le seuil de la majorité légale de 18 à 16 ans, etc., etc. Je ne le crois pas. Parce que toutes ces propositions ont en commun de tirer le mineur vers le statut du majeur, alors que c'est précisément le contraire qu'il faut faire. On a eu un déficit d'autorité pendant trop d'années dans ce pays. Donc il faut cesser justement cette confusion des rôles de l'adulte et de l'enfant. Il faut remettre l'enfant à sa place. Et le grand absent de ce débat, ce sont les parents, dont on ne questionne jamais la responsabilité. Or, les parents pourraient être condamnés à réparer civilement les dommages. C'est déjà possible dans le Code civil. Suppression des aides municipales. J'ai pas dit des allocations familiales, des aides municipales en cas de récidive, et utilisation du 227-17 du Code pénal qui leur donne le devoir de s'occuper de leurs enfants en vue de leur éducation. Sanctionner les parents, Claire Lejeune. Place au débat. Absolument pas. Pour moi, ce serait d'une part pas du tout efficace. Et puis, en fait, là, on parle de familles qui sont elles-mêmes en grande difficulté. C'est des familles précaires dont les parents sont aussi en galère. Parfois, c'est compliqué aussi pour les frères et sœurs. Et là, les pénaliser financièrement, enfin les punir financièrement, attention, et les Claire, mettre dans une situation encore plus difficile que celle dans laquelle ils étaient. Et du coup, ça retombe sur qui ? Ça retombe sur les autres enfants de la famille. Pour moi, ce serait inacceptable. Non, parce que vous voyez, j'ai pas dit pénaliser financièrement au sens retirer les allocations familiales, comme ça avait suggéré à un moment. Je parle de mesures qui ont surtout une vertu symbolique. Quel message on envoie ? Le message, c'est que les parents doivent s'occuper de leurs enfants. Le message, c'est que les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Le message, c'est qu'ils sont légitimes à dire à leur enfant où tu vas, à quelle heure tu rentres et avec qui tu sors. Et que dans ces familles-là que vous décrivez, dont vous parlez, il y a des dysfonctionnements précoces et majeurs dans l'éducation. Et qu'il faut redonner confiance aux parents par le biais de ces mesures. Alors, quand je dis supprimer les aides municipales, c'est quoi ? Supprimer la carte de bibliothèque ou supprimer l'accès à la piscine en cas de récidive. Oui, c'est pas sympa, mais il faut envoyer un message. Il faut leur dire, allez-y maintenant, jouez votre rôle de parent. Enlever la carte de bibliothèque à des familles, le symbole est terrible, même d'un point de vue symbolique et d'un point de vue matériel, c'est terrible. Donc oui, pour associer étroitement et davantage les familles à tout le processus. Par contre, le fait d'axer la discussion sur les familles, ça la désaxe du caractère collectif de la responsabilité. Ce qu'il nous faut aussi, c'est que les services publics reviennent dans les quartiers. Ce qu'il nous faut, c'est plus de moyens pour les éducateurs de rue, plus de valorisation pour ces métiers qui font du lien social, qui est inestimable. Leur travail est inestimable et ils sont seuls par rapport à ça. Oui, mais c'est ce qu'on dit depuis 30 ans et ça ne marche pas parce qu'il manque de moyens précisément. Le débat continue, Christophe. Il y a évidemment des tas de types de familles différents. Donc on va trouver la famille qui est sous la coupe de l'enfant, adolescent qui est dealer et qui d'abord les fait vivre parce qu'il rapporte beaucoup plus d'argent que le père qui est chômeur depuis quelques années et qui les menace à la moindre contestation d'être violent. On va avoir la mère célibataire qui élève ses 5-6 enfants et le plus grand, il est parti dans la délinquance, il envoie de temps en temps un peu d'argent et elle a perdu sa trace et hop, elle va voir débarquer une interdiction d'aller à la bibliothèque ou à la piscine. C'est compliqué. Et puis il y a, ne soyons pas iréniques, des familles parfaitement complices qui savent qu'elles sont là pour à la fois profiter de la générosité publique et laisser les enfants faire de la délinquance, protégés souvent par leur minorité, pour rapporter de l'argent, et celle-là, évidemment, elle mérite la sanction. Comment les distinguer ? S'il y a automaticité grâce au travail des assistants sociaux, Christophe, ils sont là pour ça. Est-ce que les assistants sociaux vont nous dire
ah oui, cette famille-là, on en a marre, j'y arrive plus, donc l'enfant a été attrapé, il a 15 ans, allez-y, sanctionnez aussi la famille. Est-ce qu'il faut passer par le juge judiciaire et que forcément, à un moment donné, le juge judiciaire regarde l'ensemble des responsabilités? On sait que ça va prendre beaucoup de temps, donc ça veut dire enquête, est-ce que la famille est complice tacite ou victime, elle aussi, de ce jeune qui la terrorise? C'est très compliqué. C'est pour ça que je sur la me question demande de la si suppression des aides municipales, ce qu'a fait le maire de Valence, qu'il a mis en place avec un certain succès, c'était justement d'attendre la décision de justice. Donc il n'y a rien d'arbitraire, il n'y a rien de brutal. On attend une décision de justice et c'est en cas de récidive. Effectivement, il y a des familles, on ne voit pas pourquoi elles profiteraient de tous les avantages de la collectivité alors qu'elles n'exercent pas leur premier rôle parental. Docteur Taureau, et qui est maire en plus. Oui, alors ce que vous dites, sanctionne les parents pas. Débat. Première chose, ça fait des dizaines d'années que ça existe. Des dizaines d'années. Mon fils a été agressé. Il y a des jeunes de ma ville qui sont régulièrement agressés par 2 ou 3 qui leur sautent dessus. Ça existe depuis des années et ça ne bouge pas. Après, on verra sur la culpabilité des parents. Mais il faut une justice quand même. C'est des lieux de non-droit ou pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent et il y a la vente de la drogue. Tant qu'on n'attaquera pas la drogue, vous n'aurez pas... Il y a tellement d'argent, des millions d'euros, que ces bandes, en fait, ils se battent pourquoi? Pour des territoires et pour de l'argent. Quand on n'aura pas compris ça et on mettra une feuille sur le problème de la drogue, on n'avancera pas. Maintenant, c'est vrai que les mesures que tu prescris sont plutôt des mesures très légères. C'est-à-dire c'est la carte au niveau de la bibliothèque. Oui, non, mais je ne sais pas pourquoi vous focalisez tout sur cette carte. Non, parce que ce que tu as dit, ce que je veux dire par là, c'est que ces parents qui sont en difficulté, c'est vrai que s'ils ont 3 enfants, on n'enlèvera que celui qui coupe, parce qu'il y en a peut-être 2 qui sont bien et un qui n'est pas bien. C'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut plutôt avoir une approche globale, mais on n'a pas les moyens. On n'a ni les moyens de faire une approche globale, ni les moyens de mettre des gens sur place pour enlever ces territoires de non-droit. Sanctionner les parents, est-ce que ça fait changer l'enfant? C'est ce que veut dire aussi. Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien, c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'étais pas encore maire, mais je faisais de la politique. Quelqu'un est venu me voir, il m'a dit casse-toi de là, c'est pas ton territoire. Ça m'a choqué comme phrase, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est plus nos territoires où il n'y a pas accès. Donc ils font leur loi. Donc il y a un jeune, on va descendre à 7, surtout qu'ils ne sont jamais un contrat, comme vous pouvez le faire. Donc, il faut remonter jusqu'aux parents. Est-ce que ça fait changer? Alors remonter jusqu'aux parents, à quel niveau? Les parents ont déjà lâché et ils ne reprendront pas. Quelqu'un qui est devenu délinquant comme ça et qui tape avec une table de baseball et qui fracasse un jeune, le parent dira ce qu'il veut, il y a longtemps qu'il a lâché. Oui, mais là, Christophe, vous prenez l'exemple le plus extrême. Ludovic. Pourquoi pardon. Ludovic. mais sur les premiers cas, précoces, si d'une manière... Parce qu'on voit bien le problème aussi, c'est que les parents n'osent pas... Mais on n'a personne pour détecter ça, on n'a pas de psychologue, on n'a pas d'infirmière scolaire, on n'a rien. Non, mais du point de vue de l'enfant, ça le responsabilise aussi, parce qu'il sait qu'il n'est pas tout seul à prendre la sanction comme un petit dur et qu'il se dit je fais des caïds, Quand j'étais jeune, j'ai fait des bêtises. J'avais peur de la police, j'avais peur de mes parents. Il est devenu médecin, c'est vous dire le niveau de délinquance. Verdict, s'il vous plaît, pour la position défendue par Julie Grady. Convaincu ou pas, délinquance, punissons les parents, Claire? Absolument pas. C'est pas par des mesures culpabilisantes qu'on va y arriver. Ça va être une approche globale où on met les moyens dans les quartiers pour accompagner ces jeunes. Un rouge pour Claire. Je sais pas. Christophe. On pourrait tenter un consensus, taxons les milliardaires de la drogue et s'ils refusent la taxe, on leur enlève leur carte de bibliothèque. Non, je plaisante, mais c'est un sujet très grave. Je suis d'accord sur l'analyse de la délinquance générale et notamment de la drogue qui fait que ça échappe à toute emprise. Je pense qu'il vaut mieux travailler sur la responsabilité pénale de la jeunesse, des mineurs, avec une part d'éducation et une part de sanction. Je pense que la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse et une partie de la justice ont fait fausse route depuis des décennies et que sans tomber dans un durcissement dictatorial, il faut reprendre tout ce qui est responsabilité des mineurs. Pas convaincu en sanctionner les parents. Je pense que cet outil de sanction des parents, compte tenu du délabrement de l'autorité familiale, ne sera pas évident. Docteur Taureau. Alors, la prestation familiale, c'est quoi? C'est pour aider pour la subsistance et pour l'éducation des enfants. C'est la définition, pour l'éducation des enfants. Un jeune qui prend une batte de baseball et qui fracasse un jeune, pour moi, il n'a pas d'éducation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Enlever ça. Et pourquoi pas, si on voit s'il y a 4 enfants, on laisse les 3 et on ne donne pas à celui qui a échappé. Convaincu, pas convaincu? Alors, punissons, je veux dire, plutôt que punissons, intégrons les parents dans quelque chose qui n'existe pas. Pas convaincu. Mais pas convaincu par la sanction. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord, pas convaincu. Dernier thème de discussion ce soir. Nous sommes sans doute à l'aube d'un 3e confinement, même si le président de la République veut prendre le temps d'analyser correctement les chiffres et l'évolution du variant. Il suffisait d'écouter le professeur Delfrécy sur BFM TV hier. C'est le patron du conseil scientifique. Il faudra aller probablement vers un confinement. De quel type? Est-ce que c'est un confinement de type
du mois de novembre, c'est-à-dire un peu adapté, ou est-ce confinement plus dur, pas tout à fait celui du mois de mars. C'est une décision qui est éminemment politique et je n'irai pas plus loin. Cette crise Covid a donc vu des médecins imposer leur point de vue sur le politique qui a reculé. Sommes-nous sous le joug d'une tyrannie sanitaire ? Christophe Barbier, 90 secondes pour nous convaincre. Alors bien entendu, le terme tyrannie semble très fort, sans doute excessif, je m'expliquerai. Et bien entendu, je commence par un préliminaire. On a tous une admiration incroyable pour tous les médecins, tous les soignants qui ont sauvé des vies. Évidemment, c'est formidable. C'est ce qu'ils ont fait est exceptionnel. On a de la chance dans notre pays d'avoir cela et d'avoir un système qui a tenu le choc. Néanmoins, au-dessus de ces médecins soignants, il y a eu les médecins penseurs et les médecins prescripteurs qui ont fait des ordonnances, non pas au sens médical, mais au sens gouvernemental. On gouverne par ordonnance. Et on en a eu quelques exemples. L'Académie nationale de médecine qui nous dit « Ne parlez pas dans le métro !» Non mais de quel droit ? D'où a-t-elle pris ça ? On a eu des médecins qui nous ont dit « Confinez tout de suite, maintenant, c'est obligatoire !» En ayant, on a encore eu l'exemple avec le professeur Delfrécy, qu'un raisonnement médical, c'est normal, ils sont médecins, c'est-à-dire sauver les vies à court terme, sans penser aux risques à moyen et long terme, c'est-à-dire la destruction de l'avenir de la jeunesse, la destruction de l'économie. Le médecin nous parle de la vie qui est à sauver dans son hôpital ou dans sa patientèle, pas de la vie à sauver dans 20 ans, dans 30 ans, parce qu'elle sera mise en péril par les décisions économiques prises aujourd'hui. Et ça, c'est une faiblesse de ce raisonnement médical, un raisonnement qu'il transforme un peu en tyrannie. J'ajoute un troisième exemple anecdotique. Quand on nous avait dit « Mamie et papy, la bûche, c'est dans la cuisine », le médecin en question s'était excusé, et c'était sans doute une maladresse, mais assez éloquente. Alors pourquoi tyrannie ? Au sens grec, au sens étymologique. Le tyran, c'est celui qu'on se choisit. Par opposition chez les Grecs au basileus, c'est-à-dire le roi héréditaire de père en fils. Qui a choisi ce tyran ? Les politiques. Il n'y a pas de décision sans la décision des médecins. Et nous-mêmes, qui écoutons le médecin et qui obéissons parce qu'on a tellement peur d'être malade et de mourir. Tiens, réponse Dr Taureau, stop à la tyrannie du médecin. Stop à la cacophonie des médecins, j'irai plus, d'accord ? Et je vous rappelle que, vous avez raison, c'est de la politique. Ceux qui ont été nommés au Haut Conseil, c'est nommé par le ministre de la Santé et pas quelqu'un pris au hasard. D'ailleurs, j'avais écrit au président, à l'époque, je voulais dire, ça serait bien de mettre un petit généraliste ou un infirmier. Là, ce serait pas mal pour foguer tout ça. Mais j'ai pas eu de réponse. Peut-être que s'il m'écoute, il pourra me répondre à cette demande en mettant des gens qui sont sur le terrain. Autre de ça, c'est vrai qu'il y a eu une cacophonie et quelque part une tyrannie, mais le gouvernement se sert que ce qu'il veut. Parce que je vous rappelle quand même, on va pas revenir sur les masques. D'accord ? Les masques, ça sert à rien. C'est faux. Il n'y a aucun médecin qui peut nous regarder aujourd'hui et nous dire que ça ne sert à rien. Pourtant, comme ils n'avaient pas de truc, ils ont décidé que... Donc, ils ont trouvé un ou deux médecins que j'ai vus à la télé, mais au secours, je veux dire au secours. Donc, en fait, c'était cette cacophonie médicale où il y avait, sur un même plateau, des médecins qui se raffrontaient. Là, on va vous dire qu'aujourd'hui, qu'on doit traiter avec un médicament qui sert pour la goutte. Allez, hop, c'est parti. Et l'autre va dire non derrière. On a entretenu ça, mais aussi, nous, les médias, enfin, nous ici, moi, je suis ici aussi. Bon, je ne suis pas trop impliqué là-dedans, mais tout ce que je sais, c'est que la tyrannie des médecins, c'est plutôt une tyrannie politique médicale, je dirais, et pas des médecins comme vous l'avez dit. Non. Ce sont certains... Les mandarins ? Oui, ceux qui parlent là, ce sont des politiques. Ils ne sont plus sur le terrain. Ils analysent des chiffres, d'accord ? C'est pas les médecins sur place et on les a pas encore appelés, si ce n'est pour vacciner, mais on n'est pas encore parti. Claire Lejeune. Alors, on a fait face à une crise sanitaire, donc il m'apparaît normal, en fait, que des médecins, des spécialistes de la question prennent de la place, donnent leur avis. Après, il y a un filtre politique qui se fait pour replacer ces questions purement médicales dans un contexte social, global, où on prend en compte tous les autres éléments. Moi, je pense que c'est au niveau de ce filtre politique qu'il y a un dysfonctionnement, où, en fait, ce qui en est ressorti dans les consignes politiques qui a été problématique. Parfois, on n'a pas assez pris en compte l'avis des médecins au tout début, quand on a confiné beaucoup trop tard, quand on n'était pas prêt, quand on n'a pas écouté. Et là, ce soir, Macron, il prend du recul, parce qu'il dit j'attends encore un peu. C'est cette réarticulation qu'il faut travailler. Par exemple, à Grenoble, ils ont instauré une forme de démocratie sanitaire où ils ont associé à la fois des habitants, des médecins et puis les politiques. Et ils ont fait fonctionner ça comme ça à l'échelle d'une ville. C'est le genre de modèle qui est innovant et qui est intéressant pour faire face au type de crise qu'on a aujourd'hui, en fait. Donc, pas de tyrannie des médecins, non. Je pense qu'il faut retravailler le rapport du politique à la science, justement. Julie Graziani. Non, mais je trouve que la description de Christophe est assez juste. La tyrannie commence quand il y a une forme d'homogénéité des avis qui ne laisse plus sa place aux opinions divergentes. Et c'est bien ce qu'on a observé au sein de ce conseil scientifique, sans doute pour des raisons d'efficacité à court terme, mais à long terme, c'est dommageable parce que nous tous, citoyens, on entend autre chose, on se demande comment c'est pris en compte. Et elle commence aussi quand elle devient très prescriptrice et qu'on sort de quelque chose qui est purement consultatif à quelque chose. En effet, on sent le politique,
hésiter et avoir la main qui tremble s'il n'est pas adoubé par l'opinion de ce conseil scientifique. Donc oui, je trouve qu'il y a une description assez... Donc il y a une vraie tyrannie aujourd'hui du médecin qui l'impose aux politiques, quoi, en fait. Oui, sauf que là, aujourd'hui, le conseil scientifique est clair. On ferme aujourd'hui. Là, le président de la République résiste à ce que dit aujourd'hui le conseil scientifique, c'est clair et net. Mais vous avez raison de parler de l'académie, là, qui nous dit que maintenant, il ne faut plus parler dans les trains. Mais je crois qu'on n'était pas contagieux dans les... C'est ça le problème, c'est une vraie cacophonie. On dit un truc, après, voilà. Les enfants n'étaient pas contaminants, ils sont hyper contaminants. C'est incroyable. Alors que nous, simples médecins généralistes, on savait que c'était un virus et que tout le monde pouvait le filer. Et que bien sûr, il ne fallait pas se coller. Nous dire que dans les transports, on ne pouvait pas choper le virus. Mais qui peut le croire? Nous dire qu'on ne sait pas mettre un masque, mais qui peut le croire? Il faut arrêter cette cacophonie. Soi-disant, on prend 1 ou 2 médecins pour appuyer tout ça, mais ça ne me plaît pas. Si l'on suivait les préceptes de la médecine, personne ne mourrait. C'est Ionesco qui dit ça dans Jeu de massacre. On y va pour voir si Christophe a réussi à convaincre ce soir ou pas. Y a-t-il une tyrannie des médecins? Il faut dire stop, Claire Lejeune? Plutôt non, je pense qu'il y a plutôt un problème de dysfonctionnement entre la parole du cercle médical et le cercle politique. Julie Graziani? Allez, moi je retiens le terme tyrannie, même avec un petit peu l'emphase et l'exagération qu'il comporte. Et je voudrais bien savoir surtout quel a été finalement le processus de choix et d'inclusion de ces médecins dans ce conseil. Pourquoi eux et pas les autres? Finalement, là il y a un manque de transparence. Convaincu par Christophe? Oui, je suis convaincu. Je pose une question à Christophe. Docteur, non. Convaincu ou pas convaincu? Stop à la tyrannie des médecins ou des médecins du conseil scientifique? Ah oui. Oui, voilà. des mandarins et de cette autorité des qui médecins en effet du conseil a pris scientifique, le pouvoir sur le politique. Les médecins du conseil scientifique. Ça lui plaît? Oui, des médecins, c'est mes collègues, j'en suis un, il en est hors de question. On est en loin, jamais tyrannique. Le médecin du haut, convaincu. pas le médecin du terrain. Nous sommes des médecins du haut. Et vous l'avez peut-être le plus haut. Vous l'avez convaincu tous les soirs, un verre donc pour le docteur Taureau. On lève tyrannie. Tous les soirs, qui va vous convaincre du débat, de la prise de position, de la conviction, et ça donne des moments comme celui-ci. Cette question de taxation des grandes fortunes, c'est pas une question idéologique. C'est une question de bon sens et de responsabilité politique. Il faut vraiment déconstruire l'idée que l'ultra-richesse de quelques-uns serait neutre par rapport à l'état global de notre économie, de notre société, de notre démocratie même. Claire, vous avez dit, je vais pas faire de morale, c'est du bon sens. Mais en fait, si, vous n'avez fait que de la morale pendant vos 90 secondes, en considérant que par hypothèse, l'inégalité était un problème, en considérant qu'il fallait sauver la planète, parce qu'on met un petit peu de verre dans tout ça et ça passe toujours mieux. C'est pas du tout de l'idéologie ni de la morale, c'est des choses extrêmement sérieuses. C'est de l'échange, c'est du débat, c'est de la prise de parole, c'est de la conviction, c'est argument contre argument. Et on se retrouve demain entre 20h et 21h avec 4 nouveaux débatteurs et leurs 90 secondes pour vous convaincre. Le 120% News coup d'envoi à 19h. Dans un instant, Ligne rouge avec Alice Darfeuille. Bonne soirée sur BFM TV.